France Inter, franceinter.com. Interception. Bonjour à tous. C'est un univers assez mystérieux que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui, l'univers du manga, la bande dessinée japonaise. D'ailleurs, pour commencer, dit-on un manga ou une manga ? Eh bien les deux, les mots japonais n'ayant pas de genre grammatical. Le manga influence tous les arts au Japon, comme en Occident. Jeux vidéo, mode, cinéma, musique, art contemporain, son succès est planétaire. La France, par exemple, avec 10 millions d'exemplaires vendus chaque année, serait le deuxième consommateur de mangas au monde, derrière le Japon. La Corée et la Chine produisent maintenant des mangas et arrivent très fort sur le marché. Au Japon, il ne faut pas forcément être jeune et branché pour lire des mangas. Il y en a pour absolument tous les goûts. Jeunes filles, enfants, jeunes cadres dynamiques, retraités, femmes au foyer, à chacun son manga. Le manga est l'occasion de se réfugier dans un monde virtuel, mais c'est un véritable reflet également de la société japonaise. Voici Interception, Manga Mania, un reportage au Japon de Gwenaël Abolivier. Interception, le magazine de la rédaction. C'est Tokyo by Night. Dans quel quartier se trouve-t-on ? Là, c'est Akihabara. C'est l'ancien quartier de l'électronique. Tout était fait ici. C'est devenu après le quartier plutôt informatique. Et là, maintenant, ça tend à devenir le quartier des fans de manga ou de choses un petit peu typiques japonaises. Voilà. Alors les fans de manga, on les appelle comment ? Les fans de manga, on les appelle souvent les otaku. Otaku, ça veut dire en fait ce qu'on dirait en anglais geeks. C'est des fans de n'importe quoi, des fans de quelque chose de bien précis. Et en général, c'est des mangas et des ordinateurs. Voilà, là c'est vraiment la ville lumière. C'est la ville qui se réveille la nuit, avec toutes ces enseignes lumineuses, ces néons multicolores. Là, c'est vraiment Tokyo trépidante. Comme on l'imagine, on y est. Là, on est typiquement devant une boutique où on peut acheter des DVD, des mangas, il y a même une télé derrière qui diffuse une vidéo. C'est la dernière version du manga, donc on a le DVD, le manga au livre, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et les fans qui sont devant, le vendeur qui a le masque approprié, tout ce qu'il faut, quoi. C'est un phénomène qu'on remarque partout ici à Tokyo. Surtout ici en fait, mais le manga on le trouve partout, surtout dans les trains le matin, dans un homme sur 3 ou 4 lit son manga dans le train, il n'y a pas de souci. Ouais, plus les hommes que les femmes. Ils ont sorti récemment des mangas pour femmes, spécialement pour elles, mais ça reste quand même une clientèle masculine qui lit ça. Pourquoi ? Parce que ça parle de quoi finalement le manga ? Les mangas qui se vendent le plus sont les mangas pour enfants. Comme nous on avait dans notre jeunesse les Goldorak etc. Ils se vendent partout et ceux qui les achètent sont des enfants et surtout des adultes. Ensuite il y a je dirais les mangas un petit peu érotiques qui se vendent beaucoup. Et puis des mangas un peu plus pour adultes mais sans être érotiques qui se vendent un peu moins je pense. Les vrais mangas qui sont vraiment de très très bonne qualité, je pense, ne sont pas des gros tirages. Alors là, il y a deux vendeurs qui sont en train d'alpaguer le client. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vendre ? Qu'est-ce qu'ils veulent vendre ? Ils veulent vendre la dernière édition, apparemment le numéro 1, 2 et 3 qui vient de sortir, d'un tout nouveau manga. On va leur demander ? 聞いていいですか？はい。今日はどういう漫画ですか？ラピュタという、アニメーション。ターゲットはどういう？
Akihabara no hou desu. Donc ils font ça tous les jours, leur stand en extérieur. Donc tous les jours ils vont vendre un manga différent. Ça peut changer, peut-être pas tous les jours ou toutes les semaines, ça change. Et donc celui de cette semaine ou d'aujourd'hui, c'est un manga donc apparemment, comme j'avais dit, qui vise tout particulièrement la population d'ici, de Akihabara. 人がいっぱい死んで、私たちはもう一度アキラくんに会ったの。アキラ。 Au Japon, le manga est un phénomène de masse qui fait partie intégrante de la vie quotidienne. Pour quelques yens seulement, moins d'1 €, on se les procure dans des distributeurs à l'entrée des supérettes de quartier. Téléchargeables, on peut aussi facilement les lire sur les téléphones portables pendant un trajet dans le métro. Le manga ou bande dessinée japonaise se distingue de la BD franco-belge par des dessins très simples et expressifs, avec très peu de dialogue et publiés le plus souvent en noir et blanc sur papier recyclé. Dans cette société où les arts visuels ont toujours tenu une place importante, le manga joue aujourd'hui dans la cour des grands. Un musée lui est d'ailleurs consacré à Kyoto depuis novembre 2006. C'est le musée international du manga, initié par l'université artistique Seika, la seule au monde à former à tous les métiers du manga. Ce musée ressemble à une gigantesque bibliothèque, renfermant une collection de près de 200 000 ouvrages. Bonjour. Bonjour. Konnichiwa. Konnichiwa. Voilà, on me présente la carte de visite. Donc Yu Ito, qui est le conservateur du musée des mangas ici à Kyoto. Donc on va vous suivre, monsieur Yu Ito, dans la visite de ce musée. Le spectacle va commencer. ジングルベルジングルベル鈴が鳴る今日は楽しいクリスマス楽しみだなサンタさん何を持ってきてくれるのかな嬉しいな夜中に目を覚まして枕元を探してみるとL'origine du manga remonte au temps du kamishibai, petit théâtre de papier où les dessins font office de marionnettes. Si au XIXe siècle, Okusai, l'auteur de la célèbre vague, invente le terme de manga, il faut attendre les années 50 pour que le manga adopte sa forme moderne et devienne, sous l'influence des comics américains, l'un des piliers de la culture populaire japonaise. Voilà, là on découvre de l'autre côté de baies vitrées des grandes étagères en fer où sont disposés des mangas. Alors de quand datent-ils ces mangas ? Alors en fait, ce sont des magazines de manga qui datent des années 70. Mais le musée possède même des mangas plus anciens, qui remontent au 19e siècle. Donc les premiers mangas finalement. On ne peut pas dire avec précision quelle œuvre est à l'origine du manga. C'est très difficile de dater avec exactitude à quand remonte le premier manga. Mais, par exemple, nous en avons un ici qui date du XIIe siècle. Et on peut penser qu'il fait partie des plus anciens. Donc là on a sous les yeux un rouleau. En fait, c'est pas des pages, c'est un rouleau qui est dessiné à l'encre de Chine, où on voit des lapins sautillants et joyeux dans un paysage, dans un jardin zen en quelque sorte, avec des bosquets. Donc voilà, donc apparemment là on a sous les yeux l'ancêtre du manga. Alors justement, qui sont les lecteurs de manga ? 漫画の読者、どう答えればいいんだろう。日本の場合はもう全ての人 Au が Japon, 漫画読者 on peut dire que tout le monde peut être lecteur de manga. 特に欧米なんかだと、
En fait, c'est une différence avec la bande dessinée franco-belge. En Europe, peut-être que les lecteurs arrêtent logiquement de lire des bandes dessinées après un certain âge. Alors que chez nous, au Japon, on a des mangas pour les 50 ou les 60 ans. Chez nous, par exemple, on peut découvrir l'économie grâce au manga. Les étudiants apprennent aussi par le manga, donc on peut dire que toute la population japonaise est habituée à lire des mangas dans sa vie quotidienne. Enfin, vous connaissez les mangas, vous en avez beaucoup lu. Qu'est-ce que ça raconte le manga en fin de compte? Au fil de mes lectures de mangas japonais et en les comparant avec les bandes dessinées étrangères, j'ai compris qu'au Japon, le manga a été en quelque sorte plus généreux sur le plan de la sexualité et de la violence. En particulier, je pense que par rapport à l'Europe et aux États-Unis, la frontière entre la culture des adultes et celle des enfants est plus floue au Japon. Chez nous, il y a 2 niveaux de lecture possibles des mangas. Ils ne sont pas uniquement adressés aux enfants, mais 2 générations peuvent apprécier le même manga. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par généreux sexuel, c'est-à-dire? Eh bien, par exemple, au Japon, dans les librairies, on trouve des mangas un peu sexuels dans les rayons enfants, alors que dans des pays étrangers, c'est interdit aux moins de 18 ans. Les mangas sont tolérants envers la sexualité, alors qu'en Europe, il y a une image stricte pour les enfants. Mais au Japon, la limite est plus vague. Ce n'est pas aussi strict qu'en Europe. Alors en Europe, c'est vrai qu'on a l'image, nous, du manga violent. Est-ce que c'est vraiment ça, selon vous? Est-ce que le manga, ça véhicule des idées et des images violentes? Là aussi, on peut voir des différences de mentalité. Par exemple, au Japon, il y a une œuvre pour enfants à 100%. C'est Astro Boy de Tezuka. Alors qu'aux États-Unis, ce manga a été très critiqué. Pour les Américains, cette histoire de robot qui se bat, c'était trop violent. Cette notion de la violence est donc très différente en fonction du pays dont on parle. Astro appelle Conrad. Je viens de voir apparaître 2 longs fuseaux noirs qui me semblent être des torpilles, bâbord et tribord de planète blanche. Essaie de les prendre de vitesse, Conrad. Je vais t'envoyer le maximum d'énergie. Je passe à peine 14 000 tours. Accélère! Je voudrais bien. Je suis au maximum. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? La plupart des auteurs de manga, appelés mangaka, travaillent entourés d'une équipe d'assistants. Chaque semaine, ils publient des histoires sous la forme de feuilletons dans des fanzines spécialisés qui ensuite sont reliés en livres. L'auteur de manga est soumis à un rythme de travail qui rappelle celui de n'importe quel salarié d'une entreprise. Il doit fournir une certaine quantité de pages auxquelles il ne doit pas déroger. Au Japon, l'auteur de manga a une liberté de création toute relative, puisque la place de l'éditeur, mais aussi celle du lecteur, est primordiale. Ils peuvent décider des thèmes et influencer le cours des histoires abordées. Le manga ne cesse d'attirer de nouveaux talents. Il faut dire que certains auteurs de manga, tels Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, ou Katsuhiro Otomo, l'auteur d'Akira, sont adulés et élevés au rang de stars. Ce sont les nouvelles fortunes du Japon, dont les œuvres ont été adaptées en film ou dessins animés. Mais il existe des mangas d'auteurs. Le mangaka a alors plus de temps pour créer. À 60 ans, Jiro Taniguchi est l'un d'eux. Donc là, c'est une mansion, ce qu'on appelle mansion, donc un grand immeuble. On a toutes les boîtes aux lettres et le numéro doit être par là. Ouais, il n'a pas mis son nom sur la boîte aux lettres, semble-t-il, pour être tranquille. Là, on va rendre visite à Jiro Taniguchi.
La salamandre m'a raconté, c'est parce que je me suis éloigné du lieu que je n'aurais jamais dû quitter, que les humains m'ont attrapé et m'ont enfermé. À cause de mon erreur, la montagne du château est en danger à présent. Je voudrais qu'on me ramène dans mon milieu d'origine. Et ce lieu, disait la salamandre, se trouvait dans le tunnel sous les ruines du château. Elle disait aussi qu'au bout du tunnel, il y avait une source d'où jaillissait une eau merveilleuse. Konnichiwa. すいません、遅くなりました。 Enchanté. あ、そうですか。これがちょっと見えないからちょっと説明しにくいんだけど、これはストーリーを最初に考えた段階のネームですよね。 Donc là c'est très important puisque c'est vraiment le tout début d'une nouvelle histoire. でこれはまあメモ代わりですよね。要するにメモ代わりのものをこの原稿にネームっていうのかな、小回りしたものを今は写しているところですね。でこれからこれが編集に見せて OK が出れば絵の作業に入る。 Donc là c'est vraiment la première étape, une sorte de mise en forme du scénario, et à partir de là donc il va le présenter à son éditeur, et si l'éditeur est d'accord donc il va se lancer dans le dessin plus particulièrement. Voilà, là on constate qu'effectivement, il a devant lui des planches à dessiner, il commence à tracer ses cases, et naissent, alors ce sont d'abord les dialogues, c'est ça que vous imaginez? セリフと要するに小回りをしながらセリフとナレーションを入れてます。 Oui, c'est ça. Donc c'est le découpage du scénario avec les dialogues, et les dessins viendront juste après, dans chaque case. Alors justement, qu'est-ce que vous voulez raconter dans vos histoires, Taniguchi? Si on prend l'exemple de Quartier Lointain, qui est franchement le manga que beaucoup de Français ont lu. Alors qu'est-ce que vous avez voulu raconter dans ce livre, Quartier Lointain? そうですね。これは一応単純に発想した時は自分のなんていうのかなこう夢というか。 C'est parti d'un rêve d'enfance, c'est-à-dire un adulte qui pense s'il redevenait enfant, comment il renégocierait ou referait sa vie. Et c'est cette histoire-là. C'est vrai que Quartier Lointain, ça fait un tabac en France. Oui, c'est un très grand livre. Hein. C'est un livre qui a marqué et qui continue vraiment à être une référence maintenant dans ce que peut être la manga quand elle n'est pas une série amusante pour les enfants. Voilà, là on est plus dans le manga d'auteur en fin de compte. Alors Corinne Quentin, vous êtes traductrice de manga, ça fait 20 ans que vous vivez à Tokyo. Alors c'est vrai que vous avez une relation un peu privilégiée avec Jiro Taniguchi puisque vous traduisez ses œuvres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Parce que c'est quand même l'auteur très connu chez nous en France, en Europe, c'est l'auteur préféré peut-être des Français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Taniguchi Jiro est vraiment un auteur extrêmement créatif. Il peut travailler dans des domaines extrêmement divers. Il crée des scénarios absolument extraordinaires. Et je m'en suis aperçue en traduisant par exemple La Montagne Magique. Et vraiment, le scénario est impeccable. Il n'y a rien de trop. Rien ne manque. L'histoire est là, on la suit, on est pris dedans dès le début et jusqu'à la fin, il vous tient. Voilà, je trouve ça assez merveilleux. Oui. Mais il a cette qualité aussi de savoir dépeindre l'âme humaine. Il a un côté extrêmement humaniste. C'est ce qui le rend d'ailleurs tout à fait exceptionnel, cet auteur. C'est un petit peu, on va dire, le Balzac du manga japonais. Le manga no Balzac. Balzac というか人間の魂とか人間の心をねよく探って描くような。Disons, vous savez, c'est vrai, vous avez ce talent quand même de faire une photographie de la société japonaise. De la société, des sentiments, de chaque individu, quoi. Le voyage intérieur et extérieur, donc dans la vie d'un personnage. On pénètre vraiment dans la vie intérieure des personnages qu'il décrit. Voilà. Très bien. Alors c'est vrai qu'avec cette histoire, vous voulez passer de la manga à la bande dessinée franco-belge, finalement le format que l'on connaît, nous. Quelles sont, selon vous, les grandes différences
entre la manga et la bande dessinée franco-belge? Il y a peut-être une différence par rapport au dessin, c'est-à-dire qui opposerait manga et bande dessinée. C'est que la bande dessinée, bien sûr, lui, il ne lit pas le français, donc ce qu'il en a, c'est vraiment la vision des dessins. Mais il a l'impression que c'est surtout le dessin qui prend de l'importance dans la bande dessinée franco-belge. Alors bien sûr, il y a sans doute des scénarios et des histoires très intéressantes, mais lui n'y a pas accès. Mais cette force du dessin l'attire beaucoup. Alors que dans la manga japonaise, généralement, c'est plutôt donc justement le scénario, la vitesse du récit, etc., plus que le dessin. Or, comme lui, ça c'est moi qui le dis, c'est plus lui, hein, comme lui a un dessin extrêmement fort et travaillé presque justement comme un auteur de bande dessinée, il est vraiment entre les deux univers et il peut très bien passer de la bande dessinée où il a l'impression que le dessin est central au récit d'histoire de la manga où lui est aussi très fort pour ses scénarios. Dis-moi, comment tu t'appelles? Est-ce que t'es une grosse noiraude? Totoro! Ah, c'est bien Totoro que tu t'appelles! T'es un vrai gros Totoro! La filière manga pèse 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on estime qu'un Japonais sur 2 lit un manga au moins une fois par semaine. Le succès à l'export des mangas et autres images animées est tel que l'on parle d'une déferlante nippone qui inonde les jeux vidéo, le cinéma, la mode, l'art contemporain, la musique. Alors là, je suis boulevard Nakano, à l'ouest de Tokyo, et je suis à la recherche du grand supermarché de manga. Alors c'est pas évident, pas facile de s'y retrouver avec tous ces idéogrammes japonais. Alors je continue de progresser sur ce boulevard. Mandarake. Voilà, cette grande librairie, je crois qu'il y en a 3 ou 4 à Tokyo. Voilà, nous y sommes. Broadway Center. Ça doit se trouver dans les étages. Là voilà. Et je suis accueillie par 2 jeunes filles aux cheveux teintés en rose. Voilà, elles sont elles-mêmes travesties en personnages de manga. Hi, I'm looking for Jeremy, the French-speaking guy. Je fais la recherche de Jérémy, le garçon qui parle français. Ah, ちょっと待ってください。ジェレミーさん、本店2までお願いします。ジェレミーさん、本店2までお願いします。Voilà, donc on a fait un appel à Jérémy. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Très très bien. Bon, bah, on va visiter les lieux alors, parce que ça ressemble, c'est vrai, à une grande, une vaste librairie. Tout à fait, c'est une très très grande librairie, mais il n'y a pas seulement des livres, mais il y a énormément de jouets, ainsi que d'objets un peu plus collector, comme des dessins dédicacés, des celluloïdes. C'est ce qui était utilisé pour faire les dessins animés il y a quelques années. Maintenant, tout est à l'ordinateur, et puis beaucoup de petits gadgets. On fait un petit tour ensemble? On y va, c'est parti. Donc ici, on est plutôt dans la partie manga très très adulte. Donc on va trouver un public plutôt dans l'ordre de la quarantaine. Qu'est-ce que c'est comme type de manga justement? Qu'est-ce que vous proposez pour les adultes? Par exemple, là on a des mangas sur l'économie. C'est très précis comme manga. Après, de ce côté-ci, on a plus un public qui apprécie aussi les mangas érotiques. Donc là, il y a une vaste, on va dire tout un choix assez important pour tout ce qui est ceux qui sont plutôt axés sur ce type de manga. Et la boutique qui est juste en face, là, c'est plutôt tout ce qui est pour un public adolescent, jeune adulte. Papa, maman, où êtes-vous?
vois qu'il y a quelques clients qui cherchent aussi des exemplaires précis. On va peut-être demander ce qu'ils recherchent. Bonjour. Je recherche des mangas qui sont plutôt des années 60. Voilà. Alors justement, que racontent ces mangas des années 60 ? C'est des histoires vraiment très simples, donc c'est facile à lire. Surtout, je pense que quand il est dans le métro, ça sera peut-être facile pour lui. Densha no naka wa yomiyasui desu ne. Non, pas vraiment dans le métro. En fait, ça sera un petit peu. Il est un petit peu timide dans le train. Il va pas plutôt lire ce genre de manga. Il va plutôt lire chez lui. Parce que ce sont des mangas pour adultes, des mangas érotiques ? Non, pas du tout, c'est des mangas simplement. Il y a encore certaines personnes qui dans le manga pensent qu'il n'y a que les otaku justement qui lisent les mangas dans le métro. Donc otaku, donc les gros fans. Donc ils préfèrent juste garder une image plutôt de quelqu'un de bien dans le métro et qu'il n'a pas trop envie que les gens le voient avec un manga. Voilà, c'est là une partie. Partie ce qu'on appelle shonen, c'est-à-dire adolescent mais masculin, et l'autre partie qui est complètement sur la droite, c'est pour un public féminin à la base. Maintenant, ça ne veut pas dire que les deux ne s'entrecoupent pas naturellement. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici comme type de manga? On va trouver là, le premier qui vient, l'édition couleur de Dragon Ball, qui est d'ailleurs actuellement publiée en France. C'est de loin depuis des années le manga numéro 1 dans le monde entier. J'avais vu dans une enquête au niveau mondial que c'était l'animé qui était le plus connu actuellement. Là vous parlez d'animé, de manga, il faut faire la distinction entre eux. Ben oui, puisque le manga à la base c'est le livre, c'est la bande dessinée. Donc à l'étranger on a plutôt attribué le terme manga ainsi avec tous les dessins animés. En fait au Japon c'est bien séparé, on dit bien les animés, bon c'est le dessin animé et le manga c'est la bande dessinée. On est dans le supermarché du manga qui s'étend sur plusieurs étages. Encore une fois, des figurines. Voilà. En effet, là, on a plutôt un coin jeux vidéo avec des bornes d'arcade qui tous les soirs jusqu'à minuit, les Japonais sont en train de jouer. Ça, c'est les petites. Là, ce sont des machines à sous où on met une petite pièce et puis on peut recevoir une petite figurine à porte-clés. Et dans la boutique que nous avons à droite, c'est tout ce qui est objet collector, vintage, avec des vieux livres qui datent des années 50, 60, 70, 80. Donc des fois ça peut monter très très cher, comme par exemple là, on est quand même à plus de 1000 € pour un seul livre. Voilà, Stéphane et Aurélien qui sont des clients habituels de chez nous. Donc des passionnés, des fans de manga. Passionnés et professionnels également. Vous vivez ici à Tokyo ? Ah non, pas du tout, moi je viens de France, je viens au Japon pour acheter des produits rares pour mes boutiques. Et moi je vis ici depuis 3 ans déjà et j'ai un petit site internet où je vends des celluloïdes. Donc, c'est ce qui sert à faire des dessins animés. Voilà. Alors là vous avez fait vos courses aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, on a fait du shopping là, depuis ce matin. Qu'est-ce que j'ai acheté aujourd'hui ? J'ai acheté quelques artbooks. Là, c'est des livres spécialisés sur des séries. Là, vous pouvez voir Goldorak et les Chevaliers du Zodiaque. Donc ça, c'est des bouquins qui ont... là, ça date de 78. Donc c'est des pièces assez rares, etc. Donc c'est vraiment... Moi, je suis un peu spécialisé dans les vieilles choses, quoi. Surtout rattaché à notre enfance, etc. Ce côté un peu nostalgique des années 80. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? En plus, j'ai acheté quelques petits mangas que je dois lire en japonais pour travailler mon japonais. Alors, est-ce que le manga, c'est un bon moyen d'en apprendre sur la société japonaise qui est a priori très différente de la nôtre ? Moi, ce que je me souviens souvent, c'est en ayant vu des dessins animés japonais quand j'étais petit, c'était plutôt la façon de vivre, hein. C'est-à-dire vivre sur des tatamis, dormir dans des futons,
Les futons, c'est des espèces de lits au sol, quoi, plus la cuisine. Et donc, à travers des mangas, moi, je me souviens des onigiri. Onigiri, c'est un triangle de riz avec une feuille d'algue séchée dessus. Et je voulais toujours en manger étant petit. J'ai pu, il y a 3 ans de ça, en manger, etc. Qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui ? Je suis ce qu'on appelle un monomaniaque. Je n'achète que des choses sur une seule série, et en particulier pour moi, c'est Sailor Moon. Vous pouvez me montrer ? Donc par exemple, il y a ça, c'est une figurine qui représente une héroïne dans ce dessin animé. Sailor Venus, c'est une des 5 héroïnes principales. Donc c'est une fille dans le civil qui est très dynamique, très spontanée. Et elle rêve de devenir une idole, c'est-à-dire une chanteuse. C'est vraiment du tape à l'œil, quoi. Et en fait, mon personnage préféré, c'est celui-là. Sailor Mercure. C'est la guerrière du savoir, donc ses principaux pouvoirs sont basés sur son intelligence, enfin sur l'intelligence en général, la connaissance, et c'est l'intello du groupe. Voilà. D'accord. Par exemple, ce personnage-là, c'est un petit peu ce que tous les parents japonais voudraient pour leurs enfants, c'est-à-dire quelqu'un de très intelligent. Surtout ici au Japon, il faut que les enfants soient on les pousse beaucoup aux études, donc quelque part, ça motive les parents. On leur dit tiens, tu vois, fais comme cette fille, elle est très intelligente, donc très aimée, puis voilà. Donc on va voir une auteure de manga qui s'appelle Kyuta Minami et qui a maintenant bien 5 livres publiés chez Casterman dans la collection Sakka. Sumimasen. Konnichiwa. Yokatta. Nanka D5 だからyokatta kana. Bonjour, konnichiwa. Konnichiwa. Alors, on sait des choses. Voilà, on sait des choses comme lorsqu'on arrive dans toute maison japonaise, on se retrouve pieds nus sur un parquet. Donc Minami nous reçoit chez elle, donc dans sa maison. Et là, écoutez, on tombe directement sur une bibliothèque remplie de mangas. Minami qui nous offre du thé. Un thé, oui, un thé vert froid. Là, on a sous les yeux les dernières publications de Minami. Mademoiselle Oishi, c'est le personnage, c'est l'héroïne finalement de votre manga. Alors, qui est ce personnage ? Vous pouvez nous la présenter ? そうですね、28、9歳から始まってるんですけど、後半はもう32歳、なんかそういう風になってますけど。Le personnage Mademoiselle Oishi, c'est un peu la personne qui représente un certain nombre de jeunes femmes japonaises qui, passées la trentaine, n'ont pas encore de métier vraiment défini, n'ont pas créé encore de famille ou de choses comme ça, et qui vivent un peu en suspens. Et c'est ce genre de personnage donc, qu'elle décrit en la suivant à partir de 27 ans à peu près jusqu'à 34 ans. Est-ce qu'à travers les mangas, on arrive à en savoir plus sur la condition de la femme ici au Japon ? やはりそうですね。最近よく言われるのが、女の子がやはりこう年を取るごとにだんだん夢がなくなっていくと、小学生ぐらいの時は男の子が野球選手になりたい。 On dit que de plus en plus chez les filles, elles perdent de l'ambition ou de leurs rêves en grandissant. C'est-à-dire que dans le primaire, les enfants, que ce soit les garçons ou les filles, disent quand je serai grand, je serai pilote de ligne, directeur d'entreprise ou boulanger. Et les filles aussi ont ce genre d'ambition. Et puis plus ça va, plus elles suivent des études et
elles arrivent au lycée et elles perdent ce genre d'ambition, comme si elles avaient vraiment l'impression que de toute façon, en regardant autour d'elles, il n'y a pas vraiment d'espoir pour une femme dans une carrière professionnelle. Si elles veulent maintenir aussi l'envie d'avoir une famille, des enfants. Très difficile de trouver les garderies nécessaires. On est encore un peu mal vu si on met son enfant trop tôt à garder et qu'on se donne trop à son travail, etc. Donc petit à petit, les jeunes filles perdent une certaine ambition d'investissement dans la société et se retournent alors plutôt vers l'amour. Et du coup, la relation avec un homme devient pratiquement une obsession et la seule ambition ou le seul élément important de la vie. Et ça prend une ampleur excessive et qui est aussi décrite dans cette série de mangas. D'accord. On découvre justement ces planches. Alors c'est vrai que là, si on se penche sur le graphisme, c'est un graphisme très simple. Toujours ces personnages avec ces grands yeux. Oui, donc il y a effectivement une ligne simple, mais en même temps très expressive. Et moi, personnellement, quand je regarde les mangas de Minami, je retrouve des personnes que j'ai vues quelque part dans un restaurant, que j'ai repérées dans un métro. Enfin, c'est comme si je les connaissais, les gens qui sont représentés là. Le jeune garçon avec les cheveux un peu ébouriffés, celui qui a la petite barbiche et les lunettes, celui qui s'est fait une chevelure afro, il a sans doute un peu plus de 40 ans, il essaye de faire un peu jeune. Voilà, c'est des personnages, rien qu'à les voir, on a tout un univers face à soi, quoi. Le manga, véritable prisme de la société japonaise, est le reflet à la fois de ses frustrations et de ses fantasmes. Ce phénomène est d'une telle ampleur que l'on ne peut nier son influence sur les mentalités et les esprits. Les mangas ont-ils un impact néfaste ? Faut-il légiférer ? Ce sont les questions que se posent actuellement des parlementaires et des chercheurs au regard de mangas ultra-violents contenant des descriptions d'actes sexuels impliquant des enfants. Sont pointés également du doigt les mangas politiques, véhiculant des pensées révisionnistes et nationalistes, dans un Japon où la question d'identité est à l'ordre du jour. Mais le manga reste avant tout une façon de se distraire et d'échapper à la réalité quotidienne. Les fans de manga se retrouvent dans des quartiers branchés. Nous y allons en compagnie de Nicolas Bayon, un Français qui s'est installé sur l'archipel par passion pour la culture japonaise. Marié à une Tokyoïte, il vit au cœur de la capitale depuis une dizaine d'années. On est à quelle station de métro ici ? Ici, on est à Harajuku. C'est la station où on retrouve la plupart des fanatiques de manga qui se réunissent en général tous les soirs en semaine et aussi le week-end toute la journée. Ils sont là, déguisés. On va aller un petit peu plus loin, on va les rencontrer. Ils se réunissent juste à côté de la gare sur une esplanade. Et ça fait, je crois, 15 ans, 20 ans. On a un Pokémon là-bas, tout jaune. Allons les rencontrer. Allez, on s'en rapproche. Hello. Bonjour. Konnichiwa. 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 Donc là, ce sont 3 jeunes, 3 adolescentes, des vraies poupées. Quel âge avez-vous ? 17 17 et 18 ans. Elles ont 17 et 18 ans, d'accord. Vous êtes lycéenne, étudiante, qu'est-ce que vous faites ici à Tokyo ? Elles sont étudiantes, oui. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez revêtu votre costume. Qu'est-ce que ça représente ? Quels sont les personnages que vous incarnez ? Une princesse. Une princesse. C'est vrai qu'elle est très princesse avec cette robe rose bonbon, son petit chemisier blanc à dentelle, son ombrelle aussi. En quoi c'est important pour vous de revêtir l'habit de votre héros ou de votre héroïne ? Parce que c'est mignon. Là, ils sont réunis ici. Certains sont assis et prennent la pause. Parce qu'il faut dire que ça attire aussi pas mal de visiteurs et de touristes qui prennent eux-mêmes des photos.
Konnichiwa, Pokémon. Bonjour Pokémon. Pokémon konnichiwa. Là, on a la chance de rencontrer Pokémon, donc c'est extraordinaire avec cette combinaison jaune, flashy et ces petites oreilles noires. Donc pourquoi être déguisé en Pokémon? Parce qu'elle aime bien ça. Ouais. Mais Pokémon, c'est un personnage plutôt sympathique d'ailleurs. C'est un héros ici, le Pokémon. C'est un héros presque mondial d'ailleurs. Oui, il est plutôt sympathique. C'est plutôt d'ailleurs destiné aux enfants, aux enfants de 10-12 ans. Donc c'est assez étonnant de voir des jeunes gens de 16-17 ans se déguiser avec ce genre de personnage. Comment tu t'appelles? Pikachu. Pikachu. C'est le nom du Pokémon. Pikachu. Quelles sont justement les qualités du Pikachu? Il se bat. Il se bat, c'est un bagarreur. Mais il se bat contre quoi, Pikachu? Contre des adultes. Ah. Est-ce que toi, de te déguiser justement en Pikachu, c'est une façon de dire que tu veux pas grandir? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, t'as quel âge? 14 ans. 14 ans. Est-ce que tu t'habilles comme ça tous les jours ou bien c'est comme ça de façon exceptionnelle? En général, tous les jours. Tous les jours. D'accord. Arigatou gozaimasu. Arigatou. En mai dernier, le Japon a remis son premier prix international du manga, consécration ultime destinée à récompenser les dessinateurs étrangers. C'est un Chinois originaire de Hong Kong qui a été primé. Le ministre des Affaires étrangères japonais n'a pas hésité à appeler ce prix le prix Nobel du manga. C'était Manga Mania, un reportage de Gwenaëlle Abolivier, réalisé par Anne Lioro, assisté d'Audrey Ripouille, mixage Marie-Dominique Bougot. La semaine prochaine, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter un reportage de Corinne Audouin sur les dessous de la privatisation de TF1. 20 ans après, les protagonistes racontent, sans complexe, comment le groupe Bouygues a manœuvré en coulisses pour obtenir la chaîne publique. Merci pour votre écoute. Vous retrouvez le journal de 10h. Au nom de toute l'équipe d'Interception, je vous souhaite un joyeux Noël.